supérieure. La preuve, les pays scandinaves. Les pays scandinaves, j'imagine que la plupart d'entre vous avez vécu le printemps érable, les débats alentour de la gratuité de l'enseignement supérieur. Le modèle scandinave vous a été présenté de différentes façons. J'espère que vous avez eu le temps, l'occasion à plusieurs reprises de vous en convaincre. Mais le modèle scandinave montre très bien comment des sociétés qui privilégient globalement les mécanismes de redistribution de richesse à travers l'impôt, un impôt qui est utilisé en principe, non pas pour graisser la patte des petits amis des partis au pouvoir avec des contrats gonflés, n'est-ce pas, mais pour financer des services publics de qualité, adéquats, accessibles, souvent universels, qui viennent remplir des fonctions sociales, mais aussi des fonctions économiques, c'est-à-dire à travers cette manne que représente l'intervention de l'État dans de bons salaires payés à des employés qui rendent de bons services à leur population. C'est toute une économie locale qu'on soutient, n'est-ce pas? Après tout, prenons l'exemple de la crise des réfugiés. C'est ce que je répondais à la journaliste tout à l'heure. Si au lieu, chaque avion là, de chasse que va acheter le gouvernement canadien coûte combien aux contribuables canadiens? Le savez-vous? Comment? 125 millions. Ou je peux me tromper? Non, je pense que je suis même en deçà de ça. C'est au-dessus de 1 milliard. D'accord? Quelqu'un pourrait-il mobiler ça, les avions de chasse? Parce que je retiens tellement de chiffres qu'à un moment donné, je m'y perds. Et vous savez, malgré le fait que je sois un médecin spécialiste, c'est pas quand même en termes de centaines de millions et de milliards, n'est-ce pas? Donc, si quelqu'un peut me modeler ça, mais que ça soit 125 millions ou 1 milliard, disons, la logique demeure. Imaginez que ce gouvernement canadien simplement déplace l'allocation des ressources, comme bon gestionnaire des fonds publics, se dit, là j'ai une urgence politique, géostratégique, sécuritaire, il faut que je m'occupe des réfugiés, c'est une crise planétaire. Après tout, en plus, c'est notre responsabilité, c'est nous qui sommes allés démembrer cette région, foutre la pagaille avec nos interventions mal avisées militaires en bombardant n'importe comment. C'est ça qui est arrivé depuis 15 ans. On a fait 3 guerres dans la région, désastreuses, qui a laissé un champ de ruines, l'insécurité pour les populations, puis plein d'arguments entre la main des fous de Dieu, des gens du pouvoir. Souvent, c'est même la religion, c'est juste un prétexte, c'est des gens assoiffés de pouvoir qui ont tous les arguments pour retourner des jeunes là-bas, mais même ici contre nous, contre les démocraties. D'accord? Donc, c'est notre responsabilité. Comme gouvernement responsable, j'ai un devoir avoir une meilleure allocation des ressources. Je prends ça, l'argent d'une, 2, 3, 4 joujoux que je donne aux militaires, d'un avion militaire. Avez-vous les chiffres? Finalement, c'est combien dans les avions de chasse que le gouvernement canadien doit acheter? Environ 11 milliards dépensés jusqu'à... Pour combien d'avions? Je pense que c'est 3 4. Donc, donnez-moi le chiffre pour chaque avion, d'accord? Donc, on se passe d'un avion de chasse, on met ça dans l'accueil des réfugiés. Quand on achète un avion de chasse, c'est Lockheed Martin, c'est Boeing, c'est une compagnie d'armement dont le siège social est probablement aux États-Unis ou quelque part, et qui ne paye même pas d'impôts là-bas. Les grandes compagnies militaires, comme d'autres, comme les pharmaceutiques, comme les minières, ont toutes sortes de filiales pour échapper à l'impôt. Finalement, ils sont très peu responsables sur le plan fiscal, ça rapporte très peu à l'État. Oui, ils offrent de bons emplois pour quelques centaines, quelques milliers de gens qui travaillent dans telle région, qui coûtent très cher à la société. Donc, au lieu de ça, je l'offre dans l'accueil des réfugiés. Mais où est dépensé cet argent-là, l'équivalent? Il est dépensé à engager des professeurs, des intervenants sociaux, des éducateurs, agrandir les écoles, donc construire ici au Québec, construire des logements ou rénover des logements pour leur offrir. Donc, où est-ce qu'on investit cet argent-là? On l'investit dans une économie locale en offrant de bons emplois à des gens qu'on fait travailler chez nous et qui iront dépenser ça où? Dans les dépanneurs locaux, dans les commerces locaux. Donc, c'est un argent qu'on investit dans notre économie locale. Alors, vous pouvez facilement imaginer que dans l'allocation des ressources, d'un point de vue strictement égoïste de soutenir notre propre économie, c'est un argent bien mieux placé en termes de rentabilité économique que l'argent qu'on dépense pour acheter un joujou militaire dispendieux. Donc, pour en revenir à l'éducation, comme principe de soutien à l'économie, c'est que l'investissement dans les secteurs sociaux, dans les pays nordiques, dans les pays scandinaves, où ils ont un système d'imposition qui va capter une plus grande partie de revenus en
imposant de manière plus équilibrée, mieux balancer les différentes échelles de revenus. Ils ont des revenus plus importants, mais ils l'utilisent comme mécanisme de redistribution de richesse qui ne se limite pas à une fonction sociale, c'est-à-dire une fonction de justice, une fonction d'équilibrer la société. Mais en plus, on se rend compte que ces économies-là, de cycle économique en cycle économique, de crise en crise, à chaque fois qu'on frappe un nœud qui touche les sociétés de manière, je dirais, globale ou régionale, comme la crise économique de 2007-2008, qui a été une crise financière planétaire qui a touché à divers types, plein de sociétés, les États-Unis, l'Europe très durement, on se rend compte que les pays d'Europe du Nord ont été les moins affectés. C'est les pays qui ont connu des conséquences les moins désastreuses ou qui s'en sont sensiblement tirés sans grand revers sur le plan économique. En plus, quand on regarde ces pays-là en termes de PIB, c'est pas le meilleur moyen à notre avis, de mesurer la qualité économique d'un pays. Malheureusement, c'est le seul critère utilisé actuellement par la finance internationale, par les banquiers, par les gouvernements. Selon nous, c'est une mesure excessivement déficiente qui cache énormément de problèmes, qui doit être radicalement modifiée. D'ailleurs, quand il y a eu la crise de 2009, même des dirigeants comme Sarkozy ont pensé qu'il fallait qu'on change ces mesures-là, qu'on ne peut pas se baser uniquement sur le PIB pour faire des comparaisons, qu'il fallait introduire des notions comme intégration sociale, protection de l'environnement, redistribution de richesses, etc. Mais mettons ce sujet-là de côté, contentons-nous juste du PIB qui est leur mesure, qui est la mesure de ceux qui nous gèrent actuellement. Mais même en termes de PIB par habitant, les pays scandinaves sont les pays qui s'en tirent le mieux, qui sont toujours en haut du palmarès, mais ils ne se contentent pas de ça, parce que parfois on voit des pays comme, mettons, même le Koweït, l'Arabie Saoudite, qui est absolument un pays terrible, excessivement injuste, dictatorial, où des milliers de gens qui vivent dans une pauvreté crasse, puis des princes avec des milliards, mais même ceux-là, PIB par habitant, qui scorent haut. Sauf que quand on gratte, puis on regarde les indices d'inégalité, la qualité de vie des gens, la mortalité infantile, la mortalité des femmes en couche, toutes les mesures robustes qui parlent de la qualité de vie en société, ou encore le niveau d'immunisation des jeunes, le niveau de scolarisation, l'accès des femmes à des postes de pouvoir. Ça, c'est tous des indices qui démontrent la qualité de l'évolution démocratique et économique des sociétés. Mais les pays d'Europe du Nord scorent plus fort que tout le monde. Alors là, nous, on dit qu'il faut en tirer des conclusions. Il y a un lien évident entre l'investissement massif dans l'éducation, en assurant une gratuité scolaire de la maternelle jusqu'à l'université, plus des mesures de redistribution de richesse, c'est-à-dire des impôts plus graduels, plus justes, qui vont capter vraiment une juste imposition auprès de toutes les classes de revenus. Parce qu'actuellement aussi au Québec, en Amérique du Nord, malheureusement, les hauts revenus proportionnellement payent moins d'impôts. De la même manière, les grandes entreprises payent moins d'impôts que l'entreprise moyenne. Et en plus, non seulement au niveau nominal, mais en plus de manière effective, ils ont toutes sortes de financiers, de comptables, de divisions, de ce qu'on appelle le transfer pricing, pour légalement éviter de payer de l'impôt, qui fait en sorte qu'ils sont moins imposés. Dans les pays d'Europe du Nord, on a moins ces problèmes-là. Il y a des outils que ce soit au Danemark, que ce soit en Suède, en Norvège, en Finlande, et maintenant en Islande, il y a des outils pour prévenir que les entreprises puissent, de manière aussi ouverte, utiliser les trous dans le système fiscal pour fuir leurs responsabilités, ce qui fait que l'État a plus de moyens et le redistribue. Et ces pays-là s'en tirent mieux économiquement et sur la qualité de vie.